y a plein de sportifs qui vous disent « mais attendez, moi c'est un médecin qui me fait la piqûre et je ne peux pas imaginer qu'il me dope », mais ils vont vous dire quand même moi 15 injections par jour, c'est quelque chose qui ne me paraît pas complètement aberrant en période de compétition. Alors 15 injections par jour, c'est énorme. Un toxicomane, il se fait 15 injections dans la semaine. À la base du dopage, il y a la reconnaissance, il y a l'argent, il y a les enjeux financiers et puis il y a la peur de perdre. Moi, tout de suite, j'ai voulu rentrer en compétition, donc j'ai fait le maximum pour développer ma masse musculaire. Donc effectivement, quand on rentre dans ce cercle-là de musculation, dopage, on associe souvent les deux, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, effectivement, je voulais aller jusqu'au bout, je voulais aller jusqu'au top niveau. Le dopage, c'est l'utilisation de substances qui augmentent artificiellement les performances physiques ou intellectuelles. Si nous parlerons surtout des sportifs, les conduites dopantes peuvent concerner la plupart d'entre nous, que nous ayons à nous concentrer pour passer un examen ou à rester éveillés pour conduire la nuit. Ce sont les autorités sportives qui fixent une ligne de partage aux conduites dopantes. Certaines substances sont licites, d'autres illicites. Rien n'interdit de se doper avec des antioxydants comme la vitamine E, qui améliore l'endurance, ou la glutamine, qui stimule les forces. Aujourd'hui, le Comité national olympique définit 5 catégories de produits interdits. Les stimulants, parmi lesquels les amphétamines et la cocaïne, les narcotiques, qui suppriment la douleur, comme la morphine ou la méthadone, les anabolisants, qui accroissent la masse musculaire, les diurétiques, utilisés par exemple par les boxeurs ou les haltérophiles qui doivent perdre rapidement du poids, et enfin les hormones de synthèse, parmi lesquelles les hormones de croissance et la fameuse érythropoïétine. La plupart de ces produits peuvent présenter des dangers, voire conduire à la prise d'autres produits psychoactifs et entraîner une dépendance. Il y a 13 millions de sportifs qui font du sport en France et on estime qu'il y a environ 10% des gens qui prennent soit des produits, soit qui ont des conduites dopantes. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas réaliser ce qu'ils ont à faire sur un terrain de sport sans avoir pris quelque chose. Une étude française réalisée en 1995 auprès de 2500 jeunes de 12 à 20 ans a montré que 2,2% des ados s'étaient déjà dopés. Sur 821 élèves pratiquant un sport de compétition, 20% ont affirmé prendre régulièrement un produit. Une étude américaine menée auprès de 2200 athlètes universitaires révèle que 6% des hommes pratiquant principalement le football et l'athlétisme utilisent des anabolisants. Une autre enquête menée au niveau de sportifs lycéens montre des résultats analogues. Partout dans le monde, des sportifs vivant en circuit fermé avec leurs codes et leurs rites ont à faire face à un usage généralisé de dopants couvert par leurs médecins et leurs entraîneurs. En 1995, 198 sprinteurs, athlètes, nageurs pour la plupart en équipe olympique, sont invités à répondre à la question. On vous offre une substance illicite avec 2 garanties. Premièrement, vous ne serez pas pris. Deuxièmement, vous gagnerez. 195 avalent le produit sans hésiter. Et si cette substance présente des effets secondaires mortels ? Eh bien, c'est encore la moitié des athlètes qui acceptent de courir le risque. Les effets recherchés en fait des produits, c'est effectivement d'améliorer ses performances physiques, l'endurance, les entraînements, supporter les charges d'entraînement, puisque il faut savoir que même quand on est amateur, culturiste amateur, il faut passer 3 heures par jour en salle. En fonction de chaque sport que l'on va pratiquer, tel produit sera plus utile que tel autre. Des bêta-bloquants aideront à ne pas trembler dans la pratique du tir à l'arc, des corticoïdes supprimeront la douleur des contractures du culturiste. Parfois, plusieurs substances seront nécessaires. C'est à certaines étapes critiques de la carrière d'un sportif que la tentation peut se produire. Chez un sportif adulte, ça va être la blessure morale, la blessure physique, l'échec momentané, l'arrêt de la carrière, l'arrêt définitif de la carrière, et puis la suspension aussi, ça existe. Et puis je dirais, chez les plus jeunes, c'est quand on change de catégorie, qu'on se retrouve, on imagine qu'on est en position d'infériorité, et on se dit, comme ça, je ne le serai plus. L'habitude de consommer devient un véritable rituel. C'est comme cela que commence la dépendance. À force d'avoir recours à un produit, on devient vite persuadé qu'on ne peut plus rien faire sans assistance chimique.
quand j'ai arrêté mes cures, je rentrais en salle et je n'avais plus envie de bosser. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai pas fait de piqûre, donc j'avancerai à rien. Et c'est là qu'on se dit, on devient dépendant. Les effets physiques indésirables dépendent des produits consommés. Certaines hormones administrées à des sportives vont dérégler leur cycle et développer une pilosité et une voix masculine. Des médicaments anesthésiants vont amener à détériorer gravement un corps dont l'athlète n'entend plus crier la douleur. J'ai pris un stéroïde anabolisant qui servait normalement pour les chevaux. Je me suis aperçu que j'avais des effets secondaires extrêmement violents, c'est-à-dire de l'acné, des boutons, presque des pustules, et une sudation très forte. Le cheval, avec ce produit, sue énormément au niveau de l'encolure, et chez les humains, c'est pareil. Donc j'ai été obligé d'arrêter ce produit pour prendre un autre produit. Chaque produit dopant présente une modalité d'action neurobiologique spécifique adaptée aux besoins de celui qui en use. Les hormones de croissance, par exemple, agissent directement sur le muscle en accroissant sa masse globale, mais elles augmentent également la taille des mains et des pieds. L'EPO déclenche la production de globules rouges qui sont chargés de transporter l'oxygène dans tous les organes du corps. Les tissus respirent mieux, les performances augmentent d'autant. Quand j'étais voir mon médecin traitant, il m'a dit « Mais non, c'est simple, avec ce que tu as eu, avec ce que tu as ingurgité, ou tu arrêtes tout de suite, ou alors c'est la mort annoncée dans 5 ou 10 ans. » En effet, anabolisants, corticoïdes, hormones de croissance et autres bêta-bloquants ont des effets secondaires puissants et les personnes dopées souffrent de troubles graves. Phlébite, diabète, insuffisance rénale, sans parler des déséquilibres psychologiques parfois irrémédiables. L'EPO peut provoquer des thromboses et des embolies pulmonaires et cérébrales. Les diurétiques attaquent les reins. Les anabolisants ont des conséquences désastreuses sur la santé. Le foie élimine moins bien, les attaches des muscles et le cœur se fragilisent. Tous ces risques apparaissent vite, car les doses absorbées pour être efficaces sont très proches des doses toxiques. Longue est la liste de ceux qui ont perdu la vie après avoir pris des produits dopants, et ce sont les décès prématurés de jeunes sportifs d'élite qui ont fait prendre conscience de la gravité du problème. Il y a plein de sportifs qui vous disent « Mais attendez, moi c'est un médecin qui me fait la piqûre et je ne peux pas imaginer qu'il me dope. » Mais ils vont vous dire quand même moi 15 injections par jour, c'est quelque chose qui ne me paraît pas complètement aberrant en période de compétition. Or 15 injections par jour, c'est énorme. Un toxicomane, il se fait 15 injections dans la semaine. Quand on arrête de se doper, on s'aperçoit qu'un petit pourcentage, un petit qui est quand même de l'ordre de 20%, tombe dans la drogue dure. Et oui, si les stimulants et les narcotiques peuvent engendrer une forte dépendance et être à l'origine d'une toxicomanie chronique, l'habitude d'employer des substances qui modifient artificiellement les capacités physiques et psychiques, le stress intense auquel sont soumis les athlètes constitue autant de dangers de s'orienter vers d'autres produits. Face à l'ampleur et à la gravité du phénomène, des actions sont actuellement à l'étude, comme le soutien de psychologues dans les clubs sportifs. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place une structure d'écoute téléphonique spécialisée. Tous les jeunes qui ont une pratique intensive du sport peuvent être un jour ou l'autre confrontés au phénomène du dopage. Pour rompre le silence qui entoure la prise de produits dopants, un numéro vert s'est mis en place il y a 1 an avec pour mission d'informer et d'orienter en cas de besoin. La caféine est sur la liste des substances, oui. J'ai eu le cas d'un adolescent qui était donc embêté puisque dans son club, on lui proposait donc de prendre des produits donc pour améliorer ses performances. Donc il était dans un centre de formation et il ne savait pas trop comment faire face à cette situation. Là, il y a un jeune adulte qui a téléphoné en demandant est-ce que la créatine était interdite à la vente car il en avait vu en salle de musculation. Avec une seule ligne téléphonique, il y a eu 22 500 personnes qui ont fait ce numéro. Ça veut dire que quand même les gens sont préoccupés du problème. Ils sont préoccupés du problème parce qu'ils ont des enfants. Et je crois qu'en effet, toute personne qui a des enfants qui fait du sport a de quoi un petit peu s'inquiéter. D'autant que le dopage est un sujet tabou dans le milieu du sport. Certains clubs font d'ores et déjà appel à des psychologues pour prévenir les risques de conduite dopante chez les jeunes sportifs. Philippe Salaz intervient régulièrement au club de handball de Montpellier. Son travail lui permet de repérer certains moments critiques. Souvent, par exemple, à la fin d'un trimestre, ils sont fatigués. Donc ils sont fatigués physiquement, ils sont fatigués psychologiquement. C'est parfois des moments privilégiés pour que des blessures arrivent.
Donc ça peut être tentant, pourquoi pas, de prendre quelque chose pour récupérer plus vite parce qu'on a envie de jouer. Mais dans le dispositif qu'on a mis en place, ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Notre souci, quand on a mis en place ce travail avec Philippe, c'était ça. C'était faire en sorte que les jeunes se sentent bien dans leur corps, dans leur vie, dans leur environnement. Et c'est vrai que quelque part, ça sert, je dirais, un peu de garde-fou par rapport au problème du dopage. Mais la prévention, elle est beaucoup plus large que le dopage proprement dit. Aujourd'hui, on sait que le dopage ne concerne pas uniquement les sportifs de haut niveau. C'est pourquoi des dispositifs de prévention se mettent en place auprès des plus jeunes. Allez, jouez! Face à l'extraordinaire engouement des sportifs pour l'EPO, l'Union cycliste internationale annonce qu'elle interdira dorénavant aux cyclistes de prendre le départ si leur hématocrite, c'est-à-dire leur taux de globules rouges, dépasse 50%. Mais l'interdiction conduit toujours à une fuite en avant vers d'autres produits qui font leur apparition sur les stades, comme l'IGF-1 ou l'IGF-2. Tous ces nouveaux produits sont difficilement détectables ou ne sont même pas recherchés. C'est pourquoi réduire les risques, ce sera avant tout éviter d'associer performance physique et dépassement de soi-même par des produits chimiques, être à l'écoute des capacités de son corps en alternant les phases de stimulation et les phases de repos, enfin, se faire aider par son entourage plutôt que par des calmants dans les moments de stress. La loi organise la prévention et la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions sportives. Elle oblige les sportifs à se soumettre à des contrôles. Le refus de ces contrôles est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. La loi prévoit également des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer à des compétitions pour les athlètes convaincus de dopage. L'usage de ces produits est réprimé au terme de la loi de 1970, lorsqu'ils sont classés illicites ou lorsqu'il s'agit de médicaments détournés de leur usage. Le mythe du médicament, je crois qu'il faut le laisser de côté, puisque un âne ne fera jamais un cheval de course. Moi, je n'étais ni un âne, mais pas un cheval de course non plus. J'étais très moyen, donc je crois qu'il faut rester dans cet ordre-là, et que le médicament ne fera jamais un sportif de très haut niveau. Le meilleur moyen de favoriser l'usage d'un dopant chez les athlètes est de l'interdire. C'est ce que déclare le responsable d'un laboratoire antidopage européen. Pratique malheureusement fréquente, le dopage révolte un public qui n'est pourtant pas en reste de réclamer de nouveaux records, du spectaculaire, du jamais vu. C'est le cercle vicieux de l'offre et de la demande, une contradiction dont il est difficile de s'accommoder. Le dopage, c'est une toxicomanie spécifique du sport. C'est-à-dire que les gens sont accros à la performance, donc ils sont accros aux produits qui vont avec la performance. Et c'est une porte ouverte à toutes les toxicomanies, dans ce monde où on imagine qu'on ne peut rien faire sans l'assistance d'un produit.